Bonjour à tous, bienvenue à cette session 4 sur la gestion de la fonction de filtration des sols. Bonjour, Fabienne Marseille, je suis au CEREMA où je travaille en tant que sur l'environnement, la santé, en lien avec le cadre de vie et l'aménagement du territoire. CEREMA, qu'est-ce que c'est que le... Alors le CEREMA, vous ne nous connaissez peut-être pas sous cette appellation, c'est le regroupement des CT, Centres d'études techniques de l'équipement, que vous connaissiez certainement, du CERTU, du CETRA, ainsi que du CETMEF. Ça vous parle peut-être plus sous cette appellation. Donc nos missions, on travaille sur tout ce qui est, environnement, risque, aménagement durable du territoire, urbanisme, toute la question des déplacements également. Donc on est actuellement 3000 personnes qui travaillons sur les thématiques en lien avec l'aménagement durable du territoire. Merci. J'ai quelques plaquettes dans mon sac, j'en poserai sur la table en haut, comme ça vous permettra de voir plus précisément qui nous sommes. Moi, je suis Julien Tournebise, je suis membre du conseil scientifique GESOL et je travaille à IRSTEA, donc anciennement c'est MyRef, à Antony. Donc nous allons ouvrir la session avec une brève introduction, juste pour vous présenter rapidement la fonction qu'on attribue ici au sol, notamment la fonction de régulation des flux. Et nous aurons la présentation donc, de 4 projets GESOL, Ebisol, Ecosol Hydro, FAF et Ancre, et un projet issu du programme ANR avec Flutscale. Donc j'ai essayé de rassembler ces projets-là pour montrer la cohérence qu'il y avait dans cette session. Donc il y a Ecosol Hydro qui travaille notamment sur la régulation des pollutions diffuses d'origine agricole avec un volet de valorisation des zones humides. Flutscale qui va travailler sur la régulation des flux hydriques avec le sol comme tampon hydrologique pour réduire les impacts d'inondation. Donc là, c'est la fonction réservoir des sols qui est intéressante. FAF est un projet sur la régulation des flux hydriques à partir des bassins d'orage et des bassins d'infiltration. Donc c'est plutôt gestion des eaux pluviales, qui peut être aussi en lien avec le projet Ancre, assainissement individuel, avec le sol comme filtre pour la gestion des eaux usées. Donc là, la fonction filtre bioréacteur en eau urbaine. Et vous avez Ebisol, qui est de caractériser une fonction biologique active, enfin, j'ai interprété comme ça, donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, pour travailler sur un biopesticide et donc les fonctions environnementales que peuvent associer le sol. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont vous être présentés dans la session d'aujourd'hui. Alors après, donc là c'est bien une fonction bioréacteur pour les eaux agricoles. Après, en termes de pluridisciplinarité, là, on voit que dans cette session, on va avoir des projets qui vont allier hydrologie, pédologie, géographie, économie foncière. Des projets qui vont travailler aussi sur la modélisation et un peu de géophysique pour le Flutscale. Le projet FAF, il est aussi hydrologie, pédologie, puis géophysique et géochimie, et même un peu de biologie à l'intérieur, surtout la biologie végétale. Vous avez Ancre qui utilise aussi les méthodes géophysiques et la biogéochimie du sol. Et puis vous avez Ebisol qui fait plutôt la microbiologie avec un peu de physique du sol sur la macroporosité. Voilà donc les différents projets qui vont vous être présentés. Donc on va commencer par le projet Ecosol Hydro. Moi je vais commencer avec Ecosol Hydro, donc qui s'intéresse, comme ça a été précisé tout à l'heure, à l'intégration de la valeur de sols hydromorphes dans leur usage via la définition de stratégies d'intervention sur les marchés fonciers qui peuvent permettre cette intégration. Donc Ecosol Hydro, comme ça a été précisé aussi tout à l'heure, c'est un projet pluridisciplinaire qui a rassemblé des hydrologues, des économistes, des géomaticiens, des pédologues, des géographes, des hydrogéochimistes, des agronomes et des statisticiens. Et alors on n'avait pas forcément au démarrage l'habitude de travailler tous ensemble, donc à ce titre le projet reste un projet exploratoire. Donc c'est ce que je voulais dire en introduction. Donc pour ce qui est du contexte et de la problématique, le point de départ c'est la fonction de régulation de la qualité de l'eau des sols.
et on s'est intéressé aux principales sources de pollution des eaux, que sont les nitrates et les pesticides. Et en fait, on a exploré 2 types de stratégies d'intervention sur les marchés fonciers. Une stratégie que je vais appeler une stratégie type conservatoire, où en fait il va s'agir de passer d'un usage de production agricole des sols à un usage plus de préservation via l'achat de terres, principalement semi-naturelles dans notre exemple. Donc on est sur des stratégies type conservatoire des écosystèmes ou conservatoire du littoral. Et cette stratégie a été complétée par une deuxième stratégie qu'on a appelée une stratégie type verdissement des aides de la politique agricole commune. Dans le cadre de cette stratégie, on s'est plus précisément intéressé à la pollution par les pesticides. Et là, il s'est agi de passer plutôt d'un usage de production agricole intensive des sols à un usage de production intégrée via la mise en œuvre de compensations financières, les fameuses ZPAC peut-être un peu plus vertes. Et donc tout l'enjeu dans le cadre du projet, ça a été de tenter d'évaluer les gains environnementaux et les coûts économiques de chacune de ces stratégies. Donc je vais revenir sur chacune d'entre elles. J'ai commencé par la stratégie de type conservatoire, qu'on a analysée en 3 temps. Donc un premier temps d'identification et de spatialisation des sols hydromorphes. Un second temps d'établissement d'une typologie fonctionnelle des zones humides identifiées et spatialisées à l'étape précédente. Et un dernier temps d'estimation du coût d'achat de ces zones humides. Donc pour ce qui est du premier temps, donc on a identifié les sols hydromorphes à partir d'indicateurs topographiques de type pente ou surface d'alimentation en amont. On a travaillé sur 4 bassins versants de Côte d'Or qu'on a considérés comme étant représentatifs du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique de la zone. Donc vous voyez que les 4 bassins versants d'études ont des tailles relativement différentes. Et donc sur la base de nos indicateurs topographiques, on a identifié une surface en zone humide pour chaque, qui peut être relativement variable d'un bassin versant à l'autre. On a ensuite spatialisé les zones humides préalablement identifiées. Donc là, vous avez une carte de la spatialisation de ces zones humides, toujours sur les 4 mêmes bassins versants situés en Côte d'Or. Et on a ensuite tenté d'établir une typologie fonctionnelle de ces zones humides sur la base de critères essentiellement géomorphologiques. Et on a distingué 3 types de zones humides. Donc des zones humides qui ne sont pas connectées au cours d'eau, les zones humides de type 1 en orange, et des zones humides connectées au cours d'eau, en faisant l'hypothèse que c'était probablement les zones humides connectées au cours d'eau qui pouvaient assurer le maximum de filtration des eaux et qui pouvaient donc être les plus efficaces du point de vue de cette fameuse fonction de régulation de la qualité des eaux. Et donc parmi ces zones humides connectées, donc c'est celles qui sont en vert et bleu, on en a distingué 2. Des zones humides à l'amont, en tête de bassin, c'est les zones humides de type 2 en vert, et les zones humides à l'aval qui sont représentées en bleu. Voilà pour la deuxième étape. Dernière étape, l'étape économique, où là il s'est agi d'estimer le coût d'achat de ces zones humides. Donc pour ce faire, on a mis en œuvre des méthodes de mesure économique, des méthodes économétriques. Donc là, vous voyez, on a regroupé sur cette illustration, les bassins versants sont regroupés. D'un côté, l'Armançon et la Brenne, de l'autre, la Seine et l'Ours. Donc vous avez par type de zone humide, et au total, vous avez le chiffrage en euros de ce que ça représenterait de devoir acheter l'ensemble des zones humides de ces bassins versants. Et un premier enseignement, ça peut être peut-être de regarder les coûts à l'hectare et de se rendre compte que les zones humides qui, intuitivement, dont on faisait l'hypothèse qu'elles pouvaient être les plus efficaces du point de vue de la régulation de la qualité des eaux, sont aussi celles qui sont les plus chères à l'hectare. Donc voilà, j'ai mis en jaune un petit résultat en bas à droite dont je reparlerai après, qui est 21 millions d'euros. Donc ça serait le coût d'achat de l'ensemble des zones humides potentielles du bassin versant de la Seine et l'Ours, qui est le bassin versant sur lequel on a plus précisément étudié la deuxième stratégie de type verdissement des ZPAC. Donc pour ce qui est de cette deuxième stratégie, on a procédé en 3 temps.
on a commencé par définir des systèmes de production agricole dits de protection intégrée des cultures, qui sont moins consommateurs en pesticides notamment. On a ensuite estimé l'effet de ce type de stratégie sur la qualité de l'eau du bassin versant d'études, et on a estimé, troisième étape, les coûts de conversion des agriculteurs vers ce type de système de production. Donc pour ce qui est de la définition des systèmes de production, de protection intégrée des cultures, donc je vous ai mis une illustration où alors en fait vous avez en bleu un système de culture avant la mise en œuvre de la protection intégrée, et en vert après, et vous avez les IFT. Vous voyez qu'on réduit l'IFT sans passer à zéro pesticide. C'est le principe des systèmes de protection intégrée qui vont passer par une modification de la succession culturale, par une modification du travail du sol via du faux semis et du désherbage mécanique, et via une réduction de l'utilisation d'intrants de type fertilisants et produits pesticides. Vous avez ensuite ici l'estimation de l'effet de ces stratégies sur la qualité de l'eau qu'on a estimé à l'aide d'un indicateur qui s'appelle IFI, qui traduit un risque de transfert de pesticides à l'échelle d'une parcelle agricole. À gauche, vous avez avant, enfin maintenant, et à droite, vous avez après, quand on met en œuvre les systèmes de protection intégrés. Quand c'est en rouge, c'est qu'il y a un risque important, ça correspond à une note faible de l'indicateur, et donc vous voyez que le passage à ces systèmes de production permet une réduction du risque. Et pour finir, on a estimé le coût que représenterait la conversion vers des pratiques de type PIC, protection intégrée des cultures. Donc pareil, avant c'est en bleu, après en PIC c'est en rouge. Donc on s'est basé principalement sur des enquêtes dans la zone, et on a étudié des modifications en termes de marge semi-nette. Et on a fait 5 scénarios qui sont en fait des scénarios en termes de volatilité de prix à la fois des produits, mais aussi des facteurs de production. Et en fait, quand on fait la différence avant l'adoption du PIC, après, on obtient un coût global, enfin un différentiel de coût, enfin un différentiel en termes de marge semi-nette en moyenne sur le bassin versant de 45 € par hectare, ce qui représente au regard de la superficie agricole de la zone un coût qui s'élèverait à environ 2,1 millions d'euros par an. Et du coup, là, en guise de premier élément de conclusion, je vous ai rappelé le 21 millions d'euros qui était en jaune tout à l'heure, qu'on pourrait comparer avec cette stratégie type verdissement des aides, qui représente un coût de 2,1 millions d'euros par an. En termes de poursuite, il reste du travail, hein, c'est de la recherche. La première des choses, ça serait d'avancer sur l'estimation des gains environnementaux pour comparer un peu mieux que ce que ça peut être fait là, les deux stratégies, sur une base coût-efficacité, hein, coût de la stratégie au regard de son efficacité en termes de régulation de la qualité des eaux. Et le deuxième élément qui est un peu relié, ça serait d'affiner les méthodes développées, à la fois sur la partie gains environnementaux, comme je viens de le dire, mais aussi sur la partie coût économique. Pour ce qui est des valorisations et des perspectives, tout d'abord, la méthode d'identification et notamment de spatialisation de nos zones humides a beaucoup intéressé un syndicat mixte qui était celui de l'Armançon, qui était dans un processus d'identification des zones humides de son territoire. Donc on leur a transféré nos investigations, et ça a constitué un point de départ pour eux. Ça leur a permis de gagner pas mal de temps, en termes de terrain notamment. Et pour ce qui est des perspectives, l'idéal, ça serait de pouvoir mettre en œuvre ces méthodes sur d'autres terrains pour voir si, selon les contextes, elles sont toujours adéquates ou pas. Et de développer éventuellement, pourquoi pas aussi, des partenariats avec les opérateurs fonciers pour également transférer les méthodes d'estimation du coût d'achat de terres naturelles et semi-naturelles. Pour aller plus loin, vous avez un petit poster qui vous attend à la session poster, qui est présenté par le pédologue de l'équipe, Pierre Curmy, qui est présent là, qui va justement vous présenter un peu plus comment on s'y est pris pour identifier et surtout spatialiser les zones humides dans nos bassins versants d'études. Donc c'est ce que vous avez sur votre, je ne me trompe pas, depuis tout à l'heure, oui, sur votre gauche, et qui est intéressant à confronter au référentiel pédologique régional
à droite, où on identifie aussi des zones hydromorphes, mais de manière peut-être moins précise, et quand on en identifie au sein d'une unité cartographique de sol, on n'arrive pas forcément à les localiser, ce qu'on peut faire grâce à notre méthode de manière un peu plus précise. Voilà, merci, j'espère que... Merci beaucoup. Donc nous avons le temps pour 2 questions de compréhension. Enrique Barriso, INRA Grignon, CS Yesol. Je voulais savoir, avoir des précisions sur comment sont estimés les coûts des zones humides, sur quelle base se fait cette estimation? Donc le coût d'achat des zones humides, il est estimé sur la base de méthodes économétriques où en fait on se base sur des transactions foncières qui ont eu lieu dans le passé. Sur un certain nombre de terres, mais pas forcément toutes les terres de notre zone d'étude. Et en fait, on implémente des méthodes dites de prix hédonique où on va chercher à identifier les déterminants du prix de ces transactions, donc des parcelles qui ont été vendues, et donc par des méthodes statistiques. Et ensuite, c'est à l'aide de des coefficients estimés qu'on obtient via ces estimations qu'on peut déduire quel pourrait être le prix de parcelles qui n'ont pas fait l'objet de transactions. Donc on décompose le prix en un certain nombre d'attributs. Donc un des attributs qui joue énormément, ça va être par exemple la distance à la ville, mais pas que. Il y a aussi la qualité des sols, le type de production agricole, ce genre d'éléments. Et on essaie de voir comment chacun des facteurs contribue au prix pour ensuite, toutes choses étant égales par ailleurs, pouvoir déduire le prix de parcelles qui n'ont pas fait l'objet de transactions. Parce que c'est la difficulté en fait. Question suivante. Question, oui, Christophe Barbeau, Chambre d'agriculture d'Alsace. Pour avoir suivi des mesures de réduction des IFT pendant 3 ans dans le cadre des MAET à l'époque, je me pose la question sur quoi vous vous êtes basé pour ces mesures de protection intégrée des cultures. Est-ce que vous avez sollicité des organismes qui font le développement de ces itinéraires de protection intégrée? Et comment vous êtes assuré que ces réductions d'IFT étaient réalisables réellement sur les exploitations agricoles? Et comment vous avez pris en compte, dans les modifications des successions culturales, la différence de rentabilité entre les cultures? Parce que certaines cultures sont plus rentables que d'autres. Donc, est-ce que c'était simplement des modifications théoriques en changeant l'assolement et en faisant des estimations de ce que ça pouvait donner sur le territoire, ou est-ce qu'il y a eu une inclusion de telle culture rapporte tel rendement et telle marge à l'hectare, et le système va être aussi rentable pour l'exploitation agricole une fois modifié? Les systèmes de protection intégrés sont très étudiés par les agronomes dijonnais, qui sont maintenant dans l'UMR agroécologie, mais qui anciennement étaient dans l'UMR quand on a démarré le projet qui s'appelait BGA, Biologie et Gestion des Adventices. Et ils ont un domaine expérimental qui s'appelle le domaine expérimental des poisses, sur lequel ils testent ces systèmes de protection intégrée des cultures en lien complètement avec la profession agricole. Ensuite, sur le cas d'étude plus précisément, ils se sont inspirés des travaux qui ont été faits en local et des tests d'expérimentation, et ils sont passés par des enquêtes auprès des agriculteurs de la zone pour estimer l'effet de l'existant. Et donc le potentiel, c'est sur la base de leurs travaux qui réalisent depuis un moment. Et la deuxième question, c'est sur la base des enquêtes qu'ils ont pu estimer les modifications de marge semi-nette en prenant effectivement en compte, donc, dans la marge à la fois les nouvelles productions. Donc dans les différents scénarios de prix, on a effectivement des scénarios en termes qui peuvent être très différenciés, mais on va prendre en compte les rendements potentiels dans la zone liés à ces nouvelles cultures et les prix de vente potentiels de ces cultures. Donc c'est pris en compte, oui. Alors, pour votre information, les rapports des projets sont disponibles sur le site GESOL. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur les méthodes, vous pouvez consulter ces rapports finaux. Oui, c'était une suite de la question posée par Enrique. Tu as dit qu'on tenait compte de la qualité des sols dans l'estimation du prix des terres. En fait, quelles variables sont prises en compte? La texture. Parce qu'en fait, on fait l'hypothèse que c'est pas vraiment la qualité
au sens du scientifique du sol, mais ça va être la qualité appréciable par l'agriculteur. Et on a fait l'hypothèse que la variable pédologique qui permettait d'approcher au mieux cette appréciation que pouvait faire l'agriculteur de la qualité de son sol, c'était la texture. D'accord, donc on travaille sur la texture. Donc la présentation suivante, c'est le projet FAF, formation et évolution d'un anthroposol et évaluation de sa fonction filtration. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en fait notre projet sur la fonction filtration d'un ouvrage urbain. Alors là, on se trouve à une échelle qui est beaucoup plus petite, puisque on se trouve à une échelle d'un ouvrage, un ouvrage particulier. Donc, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Un ouvrage qu'on appelle bassin d'infiltration. Ce travail a été fait avec plusieurs laboratoires et notamment au sein d'un regroupement de chercheurs et de laboratoires qui s'appelle l'OTHU, l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, qui est basé à Lyon, qui travaille essentiellement sur les bassins d'infiltration et les rivières périurbaines de la communauté lyonnaise. Alors, en introduction, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on travaille particulièrement sur les bassins d'infiltration et la question, c'est de se dire, sur ces fonds de bassins d'infiltration, où se déposent des sédiments, au bout d'un moment, on voit apparaître des végétaux, tout un tas de choses, qui nous fait dire que ce type de structure pourrait faire en fait appel à un sol. Alors, c'est quoi un bassin d'infiltration? Alors, un bassin d'infiltration, c'est en fait l'exutoire d'un bassin versant urbain. Alors, l'eau va ruisseler sur les différentes surfaces imperméables, alors que ce soit les toits, les rivières, les toits, les rues, etc. Et toutes ces tours en fait est récupérée par un réseau d'eau pluviale. Alors depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on a un double réseau. On a un réseau d'eau pluviale et un réseau d'eau usée. Donc ça, c'est essentiellement les eaux pluviales. Les eaux usées sont traitées en station d'épuration. Ici, on parle essentiellement des eaux pluviales. Elles sont amenées dans un bassin de rétention. Et puis après, elles vont être infiltrées dans un bassin d'infiltration. Alors, ce type de système est essentiellement dimensionné en fonction d'une pluie décennale. Donc, on va le mentionner en termes de stockage dans le bassin de rétention et d'infiltration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce bassin d'infiltration? Donc, on va infiltrer cette eau, mais les eaux pluviales sont aussi chargées de tout un tas d'éléments, de particules notamment, de sédiments urbains ou de poussières de route qu'on appelle aussi vulgairement, et qui vont se déposer dans le bassin d'infiltration. Et bien sûr, à travers ce bassin d'infiltration, il va y avoir de l'eau pluviale qui va traverser la zone non saturée pour atteindre la nappe, et on se pose ce type de questions. Alors, juste un petit zoom sur le matériau qu'on va retrouver, qui va permettre ce type de bassin d'infiltration. Donc souvent, c'est des matériaux alluvionnaires. Alors, juste pour dire quelques mots là-dessus, on s'aperçoit, si on regarde par exemple le bassin versant Rhône Méditerranée Corse, de la source de la Saône jusqu'à la Méditerranée, en fait, les alluvions, qu'ils soient anciens, fluvio-glaciaires, comme c'est le cas sur Lyon, ou récents, les alluvions du Rhône, des différentes rivières, ça correspond à peu près à 21% de la surface, ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, si on couple ça avec la population, on s'aperçoit que 75% de la population habite dessus. Donc, et c'est des milieux qui sont très peu connus en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des enjeux qui sont très importants en termes de ressources en géomatériaux. Les granulats proviennent essentiellement de ces zones-là. En termes d'eau souterraine, le plus grand champ captant d'Europe est à Lyon, dans ce type d'alluvions, les alluvions du Rhône. Donc en fait, il y a des enjeux qui sont très importants et souvent, on les connaît mal. On les connaît souvent à une certaine échelle, l'échelle d'un bassin versant. Mais quand on arrive à une échelle ici, une échelle d'un ouvrage, on s'aperçoit que les hétérogénéités qui sont dedans, faut savoir que les alluvions, ce n'est pas seulement du sable et des graviers. Il y a des zones de sable, il y a des zones de gravier, des zones d'argile, il y a des structures particulières, des chenaux, etc., qui vont énormément influencer sur les écoulements qui vont se passer à l'intérieur. Alors je ferme ma parenthèse pour dire qu'il y a deux points particuliers sur lesquels on voulait insister aujourd'hui. C'était la question de l'impact de l'activité du bassin versant a-t-elle un rôle sur la qualité du sol en place? On a
fait la supposition que c'était un sol. Et puis l'effet filtre du sol qu'on met toujours en avant hein, pour ces ouvrages. Tout type d'ouvrage, on dit l'effet filtre du sol, le pouvoir épurateur du sol. Et la question du scientifique que nous sommes, on se pose d'accord, il y a un effet filtre, un effet tampon, enfin un effet tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on peut le qualifier et le quantifier? C'est quand même notre boulot en tant que scientifique. Et puis en fait, pour donner aussi ce type d'informations aux ingénieurs qui vont, eux, peut-être améliorer cet effet filtre ou en prendre compte au moins au niveau des projets. Alors, c'est quoi une zone d'activité? L'exutoire d'une zone d'activité. Donc, juste ce transparent qui vous permet de voir que dans une zone urbaine, par rapport aux zones rurales, on s'aperçoit qu'à peu près 55 à 60% de l'eau ruisselle par rapport à 10% dans un milieu rural. Donc on voit tout à fait l'enjeu qu'il y a à ce niveau-là. Hein, et on connaît tous les problèmes des villes comme Montpellier, Nîmes, etc. Quand il pleut trop, Lyon, c'est la même chose. Quand il pleut trop, l'eau ruisselle et on a des problèmes d'inondation. Donc il a fallu faire des aménagements pour éviter ce type de choses. Alors pourquoi des bassins d'infiltration? Alors les bassins d'infiltration font partie de l'ensemble des techniques qu'on appelle des techniques alternatives. Alors il faut faire attention au mot alternatif, ce n'est pas alternatif au sens écologique du terme, c'est alternatif au tout tuyau. Pour éviter de faire des grands tuyaux, notamment quand on est des zones comme dans l'Est lyonnais, où on est éloigné en fait du réseau hydrographique. Le Rhône est à une vingtaine de kilomètres par rapport à l'Est lyonnais, 10 ou 20 kilomètres, donc ça coûte cher de faire des tuyaux. Donc on préfère infiltrer l'eau. En plus, ça a l'intérêt de retrouver en fait un semblant de cycle naturel du cycle de l'eau en réinfiltrant l'eau à un certain endroit. Voilà un petit peu l'enjeu en ce moment. Alors, un bassin d'infiltration, c'est l'exutoire d'un bassin versant, mais pas un bassin versant comme on l'entend communément dans le milieu naturel. C'est un bassin versant, en fait, urbain, où là, la topographie va avoir un rôle, mais pas seulement, parce qu'il y a des tuyaux qui vont peut-être pas du tout correspondre à la topographie, qui vont en fait amener l'eau à un certain endroit, avec des zones particulières, avec des activités particulières. Alors ici, on a l'exemple d'une zone industrielle, avec un bassin d'infiltration ici qui fait à peu près 1 hectare, qui en fait correspond à une zone industrielle de 200 hectares à peu près. Alors, quand on fait une tranchée dans ce type de bassin d'infiltration, on s'aperçoit qu'on a la mise en place d'un sol, avec en surface en fait, une zone de 5, 10, 20 cm, 30 cm de sédiments urbains. Alors c'est des sédiments qui proviennent en fait du bassin versant, avec une zone qui est particulièrement sombre, c'est une zone de lessivage, qui peut être de 25 à 50 cm. Et puis après, dessous, on a la formation fluvioglaciaire. Alors ici, on est dans l'Est lyonnais, c'est pour ça qu'on a une formation fluvioglaciaire. Donc on s'est aperçu qu'on a une accumulation rapide de matière organique. On verra les concentrations, elles sont loin d'être négligeables. On a une jeunesse des sols. Hein, ce type, en tout cas sur la région lyonnaise, mais en France, c'est à peu près la même chose. Ce type de technique est vraiment mis en place depuis une trentaine d'années. Donc on a quelque chose de relativement jeune. D'accord. Et on a une saturation temporaire du niveau des surfaces, parce que chaque fois, en fait, à certains moments, c'est complètement rempli d'eau. Et puis on a la mise en place d'un colmatage, qui est en fait, par rapport à l'ouvrage, qui n'est pas très intéressant, puisqu'on cherche à infiltrer. Plus migration des fines dans les lessivages. Donc on a un milieu qui est pollué. Donc là, je vous ai mis au-dessus des sédiments avec les différentes couleurs. Alors c'est intéressant pour un pédologue de voir ces différentes couleurs qu'on va retrouver sur un même type de sol, hein, du fluvioglaciaire, mais c'est des sédiments qui vont provenir de différentes zones d'activité. Et on va avoir une signature chimique urbaine globale, où on va avoir des quantités de matières organiques qui sont loin d'être négligeables, du phosphore, du plomb, des PCB. Alors je vous ai mis le minimum et le maximum qu'on peut rencontrer sur un échantillon de 19 bassins qui ont été échantillonnés, des pesticides, notamment du diuron, des HAP avec des concentrations qui peuvent être très très importantes. Là, on voit 46 000 microgrammes par kilogramme. Et puis la présence systématique donc de métaux, de titane, d'hydrocarbures, de dioxines, etc. Alors, je vous ai parlé des hétérogénéités du sous-sol, notamment du fluvioglaciaire. Alors, à cette échelle-là, à l'échelle d'un ouvrage, en fait, chaque fois qu'on a des alluvions, on va rencontrer ces hétérogénéités. Et ces hétérogénéités vont avoir un rôle, là, pour le coup, c'est très important, puisque dessous, on a une nappe dans laquelle on pompe en alimentation en eau potable. Et on va s'apercevoir qu'en fait, que ces hétérogénéités, en termes de rétention, vont avoir
des fonctions un peu différentes. Donc en surface, donc dans la jaune, dans le faciès 2 en rouge, qui est ici, donc on va trouver des concentrations importantes. Alors là, c'est la zone qui est en dessous des sédiments. Hein. Les sédiments, on les enlevait parce que sinon, ça ne rentrerait pas dans l'échelle. Et puis en fait, quand on descend en profondeur, on s'aperçoit que ce faciès 1, qui est du sable, tout simplement, en fait, on va avoir des concentrations plus importantes. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui se passent sur les 50 premiers centimètres, mais il y a quand même des choses qui passent, et on va retrouver des concentrations non négligeables en métaux, en matière organique, à environ 2 mètres, 2,50 mètres de profondeur. Donc l'impact des hétérogénéités sur la répartition des polluants est très important, et on a une existence de chemins préférentiels que je ne vous ai pas montré ici, mais en termes de modélisation, quand on fait la modélisation, en fait, on a des écoulements préférentiels qui expliquent en fait, ce type de phénomène. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a une pollution urbaine globale. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas trouvé de tendance en fonction de l'activité. Quelle que soit l'activité, donc on a pris 3 activités principales, industrielle, résidentielle et agricole. En fait, quelle que soit l'activité, on va trouver des concentrations peut-être différentes, mais on va retrouver chaque fois les mêmes polluants, mais avec des concentrations parfois qui peuvent être très importantes dans une zone où on n'aurait pas pensé. Et puis on a un risque, bien sûr, qui est lié à la nappe du fait des hétérogénéités. Il faut savoir qu'à peu près, on préconise entre 1 mètre et 2 mètres de zone non saturée pour pouvoir faire ces bassins d'infiltration. On s'aperçoit qu'au-delà de 2 mètres, on va pouvoir retrouver aussi des polluants qui sont retenus. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui est passé. Donc on peut se poser des questions. Donc nous, notre conclusion, c'est qu'on dit qu'il vaut mieux, il est important de mieux appréhender cette épaisseur de zone non saturée, qui est essentiellement basée sur une épaisseur et non pas sur la qualité du sol, sur ses hétérogénéités, etc. Et puis malgré des efforts, il y a beaucoup d'efforts depuis ces dernières années, notamment un aspect paysager de ces bassins d'infiltration, mais l'approche quand même est très hydraulique. Elle n'est pas du tout environnementaliste. Le côté environnementaliste n'est très peu pris en compte. En fait, on se contente de déstocker cette eau le plus rapidement possible en faisant parfois des terrains de foot ou des terrains de tennis. Donc la population est contente, mais en fait, en termes d'environnement, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors en termes de valorisation, donc on a notre synthèse qui va être sur le site. Et puis on a fait un petit document, recommandations à l'usage des gestionnaires, les ouvrages d'infiltration, la prise en compte des infiltrations, où là on vous parlait un petit peu d'autre chose, sur la conception et le dimensionnement de ces bassins, notamment sur la zone non saturée, la caractérisation du sous-sol, notamment avec des méthodes géophysiques, et puis la suivi et la gestion de ces sédiments. Alors, d'autres choses dont je ne vous ai pas parlé, on a travaillé sur l'abondance et la diversité de la faune, notamment les lombriques dans ces bassins d'infiltration, sur la flore de ces bassins d'infiltration. On s'aperçoit qu'il y a une abondance qui est très importante, mais il y a une grande biodiversité. La caractérisation structurale et microscopique, où on voit des particules de titane qui sont des petites billes, qui sont assez intéressantes. Les caractérisations du sous-sol par géophysique, en utilisant le radar géologique, la tomographie électrique, qui sont des techniques de géophysique classiques. Et puis la modélisation du rôle des hétérogénéités sur l'écoulement dans le sous-sol. Voilà, merci. Gilles Landrieux, Parcs Nationaux de France. J'ai bien entendu que vous disiez que malgré ces fortes concentrations en polluants, vous aviez quand même une forte biodiversité de ce sédiment en termes de végétaux, hein. On a fait que la flore. Vous parliez de lombriques et tout ça, non? Alors les lombriques, on a juste étudié les lombriques. C'est tout, hein, en termes de faune. Hein. Donc on a trouvé essentiellement des épigées, essentiellement. Et puis on a trouvé aussi ce qui a un petit peu une tautologie, c'est en fonction de l'épaisseur du sédiment, en dessous de 20 cm, quand on a 5-10 cm, en fait on n'a pas de lombrique, quand on en a quand on a une vingtaine de centimètres, on en a. Et là, actuellement, donc, notre collègue Jean-Philippe Bedel travaille pour essayer de trouver un bioindicateur par rapport à ces lombriques qui concentre en fait, cette pollution pour voir en fait, l'indication que ça peut donner en termes de gestion. Oui, Jean-Charles Munch. Jean-Charles Munch. Une toute petite question et oui, une toute petite réponse. C'est une petite question à propos des situations extrêmes. Est-ce qu'il y a des dessèchements très longs et, par exemple, et quelle est l'influence ? Oui, il y a des dessèchements très longs. Hein. Ça peut, en 2003, par exemple, pendant plusieurs mois, on était complètement à sec. Hein. Il n'y avait rien du tout. Et puis à un moment donné, un orage arrive et on va avoir 2 mètres d'eau. Donc on a des zones humides assez particulières. Oui, donc
je suis à Lyon, mais on va quand même plutôt partir sur les Cévennes dans le cadre de ce projet. Donc il y a un projet financé par l'ANR, dont les partenaires sont IRSTEA, le LTHE à Grenoble, Hydrosciences à Montpellier et l'UMR Espace. Donc notre problématique, c'est d'essayer de comprendre et modéliser les crues rapides en région méditerranéenne à différentes échelles. Donc pour ce faire, on a mis en place en fait des expérimentations sur des bassins emboîtés. Ça va du versant au petit bassin de quelques kilomètres carrés jusqu'au bassin du millier de kilomètres carrés. On met aussi on fait en particulier des campagnes de mesure durant les épisodes intenses. Donc l'automne dernier a été particulièrement propice pour nous, bon, malheureusement pour les gens qui ont été affectés. Et puis on a aussi de la modélisation multi-échelle et de l'analyse des données. Alors aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur le lien entre les sols et les crues rapides. Donc un petit rappel, en fait, on considère qu'il y a un peu deux types de ruissellement qui peuvent nous intéresser dans ce contexte, soit du ruissellement par excès d'infiltration, lorsque l'intensité de la pluie est supérieure à la capacité d'infiltration du sol. Et donc l'eau en excès va ruisseler en surface. Et pour connaître ce ruissellement, il faut connaître la teneur initiale du sol et puis sa conductivité hydraulique. Donc là, vous avez alors quelques illustrations. Ça, c'est sur un bassin lyonnais, on voit des traces de ruissellement. Et l'autre diapo, alors c'est un peu plus exotique, c'est au Niger, mais là on voit bien du ruissellement sur des sols qui sont encroûtés. Et l'autre type de ruissellement, c'est du ruissellement sur surface saturée. Donc là, on a souvent des sols qui ont une capacité d'infiltration suffisante, mais par contre qui sont souvent assez peu profonds, ou bien avec des contrastes de conductivité. Et donc on arrive à la saturation des horizons superficiels du sol, et des écoulements latéraux peuvent se mettre en place. Et puis on a aussi extension de ces surfaces saturées près de la rivière. Et donc pour bien mettre en évidence ce type de ruissellement, c'est plutôt la capacité de stockage des sols qui est importante. Donc là vous avez des illustrations sur du ruissellement, une photo qui a été prise par des collègues en Ardèche en novembre dernier. Et puis là, c'est aussi en Ardèche, donc des zones saturées sur un camping. Donc, dans le projet, quelles sont les questions un peu particulières en lien avec le sol dont je vais vous parler aujourd'hui? Donc, on a essayé de caractériser les propriétés d'infiltration des sols en surface, et donc leur capacité à ruisseler. Et puis aussi, on a travaillé sur la capacité de stockage des sols pour l'hydrologie. Donc, on a fait une campagne d'essais d'infiltration in situ sur un sous-bassin de l'Ardèche qui fait 48 km². On a essayé en fait d'échantillonner différentes unités de sol, géologie et occupation des sols. Puisque en fait, ce qu'on voulait un petit peu tester comme hypothèse avec ces mesures, c'est que l'effet de l'occupation du sol en fait peut être peut-être plus important que la texture du sol sur les capacités d'infiltration. Puisque en général, dans la modélisation hydrologique, par exemple, on utilise des fonctions dites de pédotransfert, où on estime ses propriétés d'infiltration à partir de la texture du sol. Et bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément très satisfaisant. Donc on a voulu voir s'il était pertinent d'insérer aussi l'ingrédient occupation du sol. Donc on a fait différents types d'essais d'infiltration avec des infiltromètres à disque, des effets sous charge avec des cylindres. Et les collègues du LTHE ont aussi essayé de tester un nouveau type d'appareil qu'ils ont appelé saturomètre, qui utilise de l'aspersion de pluie et où visuellement on essaye de déterminer à partir de quel moment le sol se sature. Donc quelques illustrations. Donc ici vous avez sur le triangle de texture là où se situent les sols qu'on a échantillonnés, donc des sols plutôt argileux ou limoneux. Donc en termes d'impact de l'occupation du sol, on le voit à deux niveaux, ici au milieu sur la densité sèche, donc indirectement la porosité du sol, où on a une densité sèche beaucoup plus faible pour les zones naturelles que pour les zones cultivées, et donc sur ces dernières, une porosité beaucoup plus faible.
Et puis au niveau de la conductivité hydraulique à saturation, on arrive à distinguer les forêts qui ont une conductivité beaucoup plus élevée que les zones culture et prairies. Et là, l'échelle, c'est une échelle log, donc c'est quelques ordres de grandeur. La dernière figure illustre justement cet aspect fonction de pédotransfert où on a, à l'aide des infiltromètres, on a des valeurs de conductivité proches de la saturation pour des valeurs de tension de l'ordre de 2 cm. Et les différentes couleurs, en fait, c'est le calcul de la conductivité avec 3 types de fonctions de pédotransfert. Et on voit que aucune de ces fonctions n'est vraiment pertinente pour représenter ce que l'on observe in situ. Donc la deuxième question, c'était quelle est la capacité des sols, enfin de stockage des sols. Et donc la première chose qu'on a voulu faire, c'était d'exploiter les bases de données sols existantes, en particulier les référentiels régionaux pédologiques sur Languedoc-Roussillon et Ardèche, donc qui fournissent des indications sur les profondeurs de sol. Et donc ça donne ce genre de carte où on voit que sur la zone, alors ici c'est en rouge, c'est 5 cm jusqu'à un petit peu plus d'1 mètre, on a quand même des profondeurs de sol qui sont très faibles. Alors peut-être une des raisons, c'est que ces bases de données sol, elles sont construites pour l'agronomie, donc elles décrivent essentiellement les premiers mètres du sol, mais il y a des choses qui se passent en dessous. Et en particulier, ça ne renseigne pas les horizons de sol altérés. Et donc, on a essayé, il y a eu des travaux qui ont permis de mettre en évidence ces capacités de stockage dans la zone de sol altérée en travaillant sur l'analyse des récessions de chroniques de débit. Et ça permet d'améliorer la modélisation. Donc voilà une illustration. Donc ici, les différentes colonnes correspondent à une vingtaine de bassins versants sur la région Cévenol. Et donc en couleur pleine, vous avez la capacité de stockage estimée à partir de la base de données sol. Et puis la couleur hachurée correspond à ce qui a été estimé à partir de l'analyse des récessions de débit. Et les différentes couleurs correspondent à la géologie. Donc en rouge, vous avez les granites, en vert les schistes, et en bleu et au rose les alluvions et les calcaires. Donc en particulier, on voit que sur les sols granitiques, la capacité de stockage pertinente, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on a dans les bases de données sol. Alors, est-ce que ça a un intérêt ? Donc ici, on a en bas la simulation des débits sur l'Ardèche à Méras, donc un bassin d'une centaine de kilomètres carrés. Donc les observations sont en rouge et on va regarder les courbes vertes et marron. Donc en marron, c'est la simulation à l'aide d'un modèle qu'on a mis en place sur les Cévennes, lorsqu'on prend en compte uniquement l'information de la base de données sol, donc on va dire des capacités de stockage de maximum 200 mm. Donc on voit qu'on a des récessions de débit qui sont beaucoup trop rapides, et donc la modélisation ne correspond pas aux observations. Et en vert, quand on prend en compte l'horizon de sol altéré, on a des choses qui sont beaucoup plus pertinente par rapport aux observations. Une dernière illustration sur ces aspects sol. Donc, sur un petit bassin du Gard, Valescure, il y a eu une campagne de mesure de profondeur de sol in situ, donc qui n'a pas permis de mettre en évidence des relations évidentes entre la position dans le versant et l'épaisseur de sol. Donc, on peut presque faire l'hypothèse peut-être d'une distribution un peu aléatoire. Et donc, quels sont les effets sur la modélisation hydrologique dans un modèle construit par les collègues d'Hydrosciences. Donc, en haut, vous avez l'observation qui est en noir et la modélisation en vert. Si on fait l'hypothèse d'un sol uniforme, donc on a une bonne représentation du deuxième pic, par contre on rate le premier. Et si, comme sur cette carte, on fait une hypothèse de distribution aléatoire des profondeurs de sol, on améliore la représentation du premier pic. Donc pour résumer les principaux résultats en lien avec ces sols, donc a priori il faut tenir compte de l'occupation des sols pour régionaliser les propriétés d'infiltration. Les bases de données existantes sont utiles pour l'hydrologie, mais elles sont quand même insuffisantes pour bien caractériser les capacités de stockage du sol.
et la prise en compte de données in situ pour caractériser les propriétés d'infiltration des sols permet d'améliorer les simulations de crues rapides. Donc rapidement, la valorisation donc, sur ces aspects sols reste à venir. Les données d'infiltration vont être disponibles dans la base de données du projet IMEX auquel ce projet ANR contribue. Et on peut faire des retours possibles aussi aux responsables des bases de données sols sur les informations qui pourraient être utiles pour les hydrologues. Et donc, si vous voulez voir plus de détails sur les aspects estimation des profondeurs de sol par géophysique ou la synthèse d'essais d'infiltration sur la région Cévenol ou la prise en compte de données in situ dans la modélisation, vous pouvez venir voir le poster tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Dominique Schwartz, Université de Strasbourg. Je suis très très surpris quand même par ce côté aléatoire de l'épaisseur des sols en fonction de la position topographique dans le bassin versant. Je crois que ça mériterait une réflexion approfondie. Des mesures peut-être un peu différentes. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas en fonction de la topographie, de l'occupation du sol, de la végétation, du colluvionnement ou au contraire des zones qui aient subi de l'ablation, quoi. Alors bon, le bassin en question est relativement petit, il fait 4 km². L'occupation du sol est assez homogène. Et donc il y a eu différents types de mesures, soit avec des barres de fer pour mesurer le sol, des fosses pédologiques. Et c'est peut-être effectivement à approfondir. Nous aussi, on était assez surpris de ce résultat, mais les collègues qui ont fait les analyses statistiques en fonction de la pente, l'aspect, etc., au moins sur ce bassin, n'ont pas identifié de relations très, très claires. Il y a vraiment des hétérogénéités très importantes, certainement liées à cette zone de sol altéré qui est très hétérogène. D'un endroit à l'autre, on peut avoir des blocs, donc des épaisseurs de sol très faibles, et puis un peu à côté, il n'y en a pas, et ça descend beaucoup plus profond. Si vous mesurez la profondeur avec des barres de fer, votre barre, elle peut être arrêtée aussi par un élément grossier. Vous n'êtes pas forcément arrivé sur l'altération. Oui. Il faudrait travailler sur les transects, je pense. Oui, il y a eu aussi des transects qui ont été faits, et c'est un petit peu les mêmes conclusions. Et effectivement, après, la notion de profondeur de sol, c'est quelque chose qui est à manier, je pense, avec prudence, parce que les collègues qui ont pu faire des essais sur ces sols altérés, quand ils sont assez secs, en fait, c'est dur. Donc, effectivement, une barre de fer ne va pas les pénétrer. Mais ils ont pu constater que quand il se met à pleuvoir, en fait, il y a quand même de l'eau qui pénètre dedans. Donc, les caractéristiques sont quand même assez particulières. La présentation suivante, c'est une présentation liée au projet ANCRE, mise en place d'un indicateur intégratif pour la gestion du potentiel épurateur des sols soumis à l'infiltration en assainissement non collectif. Et on a vu que les gens réagissaient fortement quand on parlait de jardins familiaux et de résidences secondaires. Donc on va voir sur l'assainissement non collectif où vous en êtes. Donc l'assainissement non collectif, c'est une application essentielle du sol, en fait, dans l'habitat dispersé, dans toutes les habitations qui ne sont pas raccordées à un réseau d'assainissement. Donc l'objectif du projet, c'était de mettre en place un indicateur qui intègre une grande richesse d'informations. Donc on a dit au départ pour gérer le potentiel épurateur des sols, mais il n'est pas seulement question d'épuration là-dedans. Et le principal processus, c'est l'infiltration des eaux usées, plus ou moins traitées, sur une parcelle privative. Donc il y a pas mal de gens qui ont participé au projet. Sur la droite, là, vous avez les établissements. Voilà. Alors, dans quel contexte le projet a commencé, en fait? Une forte pression ressentie, même dans le cadre du projet, exercée par les sociétés privées de l'eau, qui visent clairement à disqualifier le sol et ses fonctions dans l'épuration des eaux usées domestiques en ANC, considérant que l'épuration des eaux usées, c'est l'affaire des procédés, du génie des procédés, c'est leur partie à eux, c'est pas au sol de faire ça. Donc on peut dire que le sol était déclassé depuis quelques années dans ces discussions menées jusqu'au niveau ministériel, du poste de milieu traitant principal
même s'il apparaît toujours dans la réglementation en bonne place. Donc le sol pourrait être cantonné au rôle d'auxiliaire des microstations, c'est-à-dire de milieu récepteur du rejet des eaux traitées par, disons, des machines. Donc là, on ne peut pas vraiment commenter longuement cette image, mais donc elle date de 2013. Elle est mise en ligne par des sociétés qui travaillent dans le domaine de l'eau. Et l'objectif, c'est de proposer un nouveau DTU, c'est l'échelle de perméabilité qui est en haut, pour remplacer l'ancien DTU, l'ancien document technique d'urbanisme qui est en bas. Et la différence qui normalement saute aux yeux, c'est que sur l'échelle en haut qui est proposée, il y a donc une seule classe dans les faibles perméabilités, une seule classe de sol qui est qualifiée de sol à perméabilité médiocre et qui donc n'est plus censé être intéressant pour travailler en assainissement. Alors que sur la droite, toujours sur l'échelle du haut, des nouvelles classes sont proposées de plus forte perméabilité pour bien montrer qu'il faut favoriser ces sols-là. Donc la problématique du projet dans ce contexte-là, c'est de faire valoir le rôle du sol. Il y a un parti pris au départ, c'est donc d'insister sur les services rendus par le sol lors de l'infiltration. Ces services qui sont déjà le rôle de milieu récepteur, effectivement, du rejet des eaux usées déjà traitées. Également le rôle de milieu affineur, ce qui est une forme de traitement, disons, de traitement complémentaire des eaux. Le traitement lui-même, le premier service rendu par le sol, historiquement, a été exclu du projet dans le contexte que j'ai décrit juste avant. Donc on a étudié les fonctions écosystémiques des sols de façon à montrer comment le sol peut rendre ces services qui ont été cités, rejet, traitement, éventuellement affinage surtout. Alors les fonctions, c'est l'évacuation, l'épuration et la rétention. Alors pour démontrer, pour répondre à la première objection qui était faite contre le sol, qui était qu'on ne pourrait pas, soi-disant, mesurer, on ne pourrait pas suivre l'efficacité du traitement par le sol. Donc, pour répondre à cette objection contre le sol, on a fait un système expérimental, en fait, un massif filtrant qui sert à filtrer les eaux. Et ce massif filtrant, on l'a instrumenté de façon à montrer que c'était possible. Alors, on a mis le paquet, évidemment. Si on devait faire ça en opérationnel, on ne mettrait pas autant de sondes. Mais voilà ici une vue de haut du massif filtrant avec les sondes de teneur en eau, les tensiomètres et en blanc les plaques poreuses que vous allez voir ici. Donc ça, c'est les sondes de teneur en eau qui nous ont donné des profils de teneur en eau au cours du temps. Et ça, c'est les plaques poreuses reliées à des pompes qui nous ont permis de faire des analyses chimiques sur des prélèvements d'eau sous le massif filtrant. Donc c'était possible en fait. On l'a fait grâce au doctorant du projet qui a travaillé comme une bête là-dessus. Alors ce travail-là, il nous a permis aussi disons, révéler ou discuter, critiquer certains indicateurs d'aptitude du sol, ce qui était notre objectif principal. Et secondairement, et là je n'insisterai pas plus là-dessus, il nous a révélé des choses sur l'impact sur le sol, l'impact des polluants dans la rétention, disons, des polluants dans le sol. Donc la deuxième objection, là je vais passer très vite, c'est sur les données. Soi-disant, on manquerait de données sur le sol pour pouvoir donner des arguments vraiment sur le choix d'une filière technique à implanter sur une parcelle. On n'a pas des pédologues sous la main, on n'a pas des bases de données, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Enfin bref, on ne sait rien sur le sol, c'est un peu la rengaine qu'on entend. Donc contre ça, nous on a montré que des données sur les sols existent, des bases de données sont en progression. Ça, c'est l'image du type de sol sur lequel on a travaillé. On n'a pas choisi le plus facile, c'est un sol hétérogène qui s'est formé sur une colluvion. Et on a dû faire la cartographie nous-mêmes. Donc c'était pour montrer qu'on était conscient quand même qu'il y avait des limites dans les données existantes sur les sols. Mais donc ça, c'est un gros plan sur cette cartographie au voisinage du site expérimental. Mais ensuite, on a travaillé avec des données fournies par la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne. Il y a un stage en ce moment sur ce sujet-là. Et donc, il y a un programme qui alimente la base de données sol d'une cartographie au 50 millième qui est tout à fait précise, suffisante en tout cas pour alimenter nos indicateurs. Donc là, je passe rapidement les indicateurs. Exemple, la texture des sols. Alors là, une autre objection qui était faite, c'était que l'usager n'était pas apte à gérer l'assainissement non collectif.
Donc, afin d'évaluer la faisabilité, on a cherché à développer des indicateurs d'aptitude de l'usager à gérer l'assainissement non collectif sur sa parcelle. Et l'objectif, c'était d'intégrer ça avec des indicateurs du sol. Alors, les indicateurs d'aptitude de l'usager, ça va du comportement de l'usager par rapport à sa consommation d'eau ou de produits divers dans la maison, comme des produits d'hygiène. Ça passe par les usages parfois contradictoires du sol que l'usager doit concilier sur sa parcelle. Pour évaluer et essayer d'avoir une approche scientifique sur cette aptitude de l'usager, on les a consultés dans 4 champs. Leur connaissance, leur perception, alors sur l'environnement, sur l'assainissement, sur les sols, leur opinion sur un certain nombre de questions qui sont débattues dans l'assainissement non collectif aujourd'hui, et leur comportement. Est-ce qu'ils se protègent, par exemple, voilà, comment ils gèrent leur système. Donc la conclusion, bon, c'est pas du tout une surprise évidemment, c'était quasiment notre parti pris. Le pilotage des fonctions du sol passe par un service public éclairé. Et sur le sol, il y a encore beaucoup autre choses à faire pour éclairer les services publics de l'assainissement non collectif. Et également par un usager impliqué. Un système de notation de l'aptitude des sols et de l'usager est proposé. On peut dire que c'est un prototype, qui est une aide à la décision sur la filière technique à installer. Donc on rentre vraiment dans le cœur du sujet. On arrive à faire de la préconisation. Et finalement, d'un point de vue un peu plus philosophique ou peut-être de stratégie scientifique, on remet le sol et ses fonctions écosystémiques au centre de ce besoin humain essentiel qu'est l'assainissement. Et là, il ne faut pas, bien sûr, penser uniquement à la France, il faut penser au niveau mondial. Bon, la valorisation, elle continue. En fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est d'essayer de valoriser les données de la Chambre d'agriculture de la Seine-et-Marne avec le stage d'Anaïs Crevoisier. Et également, on continue à améliorer un prototype de SIG dédié à l'ANC. Donc c'est le travail de Jérémy Nicolet qui est ici aujourd'hui. Je pense qu'Anaïs est là aussi. Donc ça se fait à l'école des géomètres et topographes au Mans. Bon, il y a d'autres opérations de valorisation en cours. La perspective principale, c'est quand même de développer la formation. Donc moi, je travaille au CNAM, donc on fait de la formation en cours du soir, de la formation à distance, on fait différentes modalités de formation, et surtout en visant les bureaux d'études et les services publics de l'assainissement non collectif, qui sont au nombre de 4500 en France. Donc il y a une dizaine de milliers de personnes, en gros, qui sont en demande de formation, et pour l'instant, il y a des choses qui leur sont proposées, mais il y a encore de la place. Merci de votre attention. Merci. Donc, on a le temps pour 2-3 questions. Bonjour, je suis Jean-Claude Marcus, Association française pour l'étude des sols. Je suis frappé par l'analogie qu'on peut faire entre votre exposé et divers exposés qui ont été faits sur la pratique du compost, notamment dans les habitats dispersés. Il me semble que vos conclusions recoupent un grand nombre de conclusions qu'on a vues sur le compost en Wallonie, en Picardie, etc. Et peut-être y a-t-il une démarche commune à faire, puisque ça s'adresse probablement au même type d'habitat et au même type de population. Bon, je suis d'accord, même si moi-même je n'ai pas entrepris cette démarche, mais je suis tout à fait prêt. S'il y a des gens ici qui sont investis dans ce travail-là, on peut en discuter. Ouais. Une autre question? Oui, Siobhan Staunton, conseil scientifique. Il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot choix. Quel est en fait, en réalité, le choix de quelqu'un qui habite dans une habitation isolée? Et je parle en connaissance de cause personnelle. Il n'y a pas de choix, on ne choisit pas le sol. Si on ne peut pas t'accorder, on fait avec le sol qu'on a, non? Oui, en fait, c'est le choix entre les filières techniques qui vous appartient. Ce choix vous appartient, tout en sachant que vous êtes évidemment soumise à de nombreuses contraintes. La première des contraintes étant la nature du sol, effectivement, qui, elle, est imposée. Mais selon la nature du sol, disons, vous pouvez essayer de moyenner en cherchant la filière technique la plus adaptée à votre sol. Voilà. Mais en fait, est-ce que les données existent pour savoir la proportion
d'assainissement à ANC qui sont tellement anciens qu'il n'y a pas vraiment eu un choix entre les diverses techniques. Tellement anciens, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que des installations qui sont faites il y a longtemps et qui persistent, qui perdurent sans que les autorités ont vraiment vérifié. Oui, là-dessus, le ministère a reçu pour l'essentiel les réponses qu'il attendait, hein, puisque ça, c'était prévu déjà dans la loi sur l'eau de 1992, de faire l'inventaire de l'état des installations sur l'ensemble du territoire français. Donc les réponses, elles sont variables, mais ça peut aller jusqu'à 80% d'installations soit trop anciennes, comme vous l'avez dit, soit non conformes, hein, tout simplement. Et toute la discussion depuis les arrêtés de 2009, c'est de voir avec quel rythme et donc avec quel niveau d'exigence on peut essayer de réhabiliter ces installations ou les remplacer par des installations neuves. Le problème étant donc que, à notre avis, le sol est quand même très peu pris en compte dans toute cette discussion depuis 2009. Et même si dans la réglementation, l'infiltration des eaux dans le sol est toujours privilégiée comme une espèce de phrase symbolique, comme liberté, égalité, fraternité sur les frontons de nos bâtiments publics, en fait, à l'intérieur, on se rend compte que les modifications qui ont été apportées à la réglementation ne vont pas du tout dans le sens d'utiliser le sol, mais elles vont dans le sens de dire il ne faut pas compter sur le sol, il ne faut pas compter sur l'usager. Donc finalement, sur quoi peut-on compter? Eh bien, sur le génie des procédés qui est le seul garant de l'épuration de l'eau. C'est ça la signification. Et l'enjeu, c'est le développement d'un marché des technologies de traitement de l'eau. Pardon, Jacques Berthelin, CHG Sol. Est-ce que vous prenez en compte les capacités épuratrices à la fois chimiques et à la fois bactériennes, par exemple les risques de contamination fécale ou des choses comme ça? Alors attendez, il y a deux questions dans la question. Oui, il y a le mot risque. Le mot risque qui en lui-même est... Non, mais alors, est-ce que dans les capacités épuratrices des sols ou du sol ou des sols, est-ce que vous considérez à la fois l'épuration chimique, vous l'avez cité, et l'épuration bactérienne, en fait, le risque de contamination fécale, par exemple? Bon, alors donc là, il y a deux choses au moins. Il y a le fait que, effectivement, l'épuration dans le sol ou dans un sable rapporté, elle est réalisée par les bactéries, hein, par des bactéries bien particulières. Donc il faut avoir une certaine porosité du sol pour permettre le développement des colonies bactériennes qui vont manger la matière organique. Donc ça c'est un premier aspect. Nous, de quelle façon, entre guillemets, on prend ça en compte? En fait, comme on n'est pas du tout des microbiologistes, on a uniquement travaillé sur des paramètres de texture du sol pour essayer de voir quelles sont les textures qui sont favorables au développement des bactéries. Voilà. Mais on n'a pas travaillé sur le développement des bactéries, ni sur leur régression éventuelle, ni sur l'épaisseur de sol dans lequel elles ont réussi à se développer, toutes ces questions-là qui sont évidemment très importantes. Maintenant, sur la notion de risque, là c'est tout à fait autre chose. Alors on n'a pas, pour la même raison, hein, par manque de compétences, on n'a pas proposé, on n'a pas cherché si les germes pathogènes ont un temps de résidence significatif dans le sol. En général, c'est plutôt dans l'eau, en fait, dans l'eau d'un puits ou dans l'eau d'une rivière, dans l'eau d'une source, qu'on va rechercher ces contaminants. Et c'est là qu'on va pouvoir dire si ces contaminants viennent de quelques maisons aux alentours ou si c'est une source plus concentrée, une ville plus loin. Bon, voilà, là, il y a plein de discussions. En fait, c'est toute la question de quel est l'impact sur le sol, quelle est sa capacité à jouer à long terme, en fait, son rôle. Donc, et ça, on a juste, on va dire, abordé le sujet. On a essayé, sur quelques anciennes installations, d'échantillonner le sol en dessous de ces installations et de voir dans quel état se trouvait ce sol. Mais ce n'est pas du tout représentatif. On a fait 8 ou 10 parcelles. Et voilà, on est faible sur la problématique du risque et de l'impact sur le sol. Merci. Donc on va passer, gardez vos questions pour la séance suivante. On va passer à la dernière présentation Ebisol. Merci. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas Roger Frutos. Roger s'excuse, il est pris par un concours à Montpellier. Je suis Siobhan Staunton.
Et pour cette dernière exposé, on parlerait ni d'infiltration, ni d'eau, mais juste d'un seul contaminant, c'est-à-dire l'insecticide, non, le pesticide BT, dite BT, qui est en fait une protéine. Et ce qu'on voudrait faire dans cette présentation, c'est de parler des comparaisons et des différences et dans l'action et aussi dans la perception de cette pesticide, qu'elle soit issue de biopesticides ou de biotechnologie, disons le mot OGM. Et en particulier, quel est le rôle des sols dans l'épuration, dans la protection de l'environnement contre cette protéine. Alors, en introduction, le contexte général, c'est que des protéines, un très grand nombre de protéines insecticides sont naturellement produites par une bactérie, Bacillus thuringiensis, d'où le nom BT. Cette protéine, cette bactérie, c'est une protéine endémique du sol. Et très grand nombre de souches de cette bactérie produisent chacune à peu près entre 1, 2 jusqu'à 5 protéines très spécifiques, ayant un mode d'action très spécifique avec un nombre de cibles insectes très restreint. Et c'est ce mode d'action très spécifique qui donne la spécificité de toxicité. Donc, pour schématiser, vous avez ici sur votre, je ne sais pas, latérisé, voilà, vous avez le cycle d'action. Donc, grosso modo, les bactéries produisent des protéines qui sont dans les formes de cristaux. Ce n'est pas exactement des cristaux, mais c'est des ensembles de protéines qui sont très insolubles. Une fois ingérées, voilà, sont solubilisées par les pH très alcalins dans le tract intestinal des insectes cibles. Ils sont activés par une digestion enzymatique dans le tractus intestinal. Et après, les protéines tronquées forment des membranes, forment des pores dans les membranes de l'insecte et créent une lise cellulaire qui mène assez rapidement à la mort de l'insecte. Alors, les protéines BT sont utilisées sous forme de cristaux, de spores et de protéines dans les biopesticides. Et en fait, si vous suivez la couleur bleue, vous voyez la part de Bacillus thuringiensis dans les biopesticides. Ça représente une part importante du marché, mais le marché est relativement restreint. Mais c'est un marché qui est utilisé en agriculture biologique, c'est le premier biopesticide en agriculture biologique, et aussi en lutte vectorielle. Lutte vectorielle, ça veut dire que quand vous allez dans le Camargue et vous ne voulez pas être piqué par les moustiques, c'est BT. Quand on essaie de protéger la population contre des maladies qui sont transmises par les moustiques et certains autres insectes, c'est souvent BT. Donc c'est un marché important, utile, valable, et une utilisation de BT qui, pour l'ensemble, ne pose aucun problème à la population. On n'a pas peur des biopesticides, on n'a pas peur de l'agriculture biologique, c'est considéré comme étant sans risque. A contrario, le trait de produire ces protéines quasi identiques, si vous voulez, je vous répondrai des questions là-dessus, mais des protéines quasi identiques qui sont insecticides, ont introduit dans un grand nombre des cultures génétiquement modifiées, qu'on dit OGM type BT, avec le trait BT. Et vous voyez que jusqu'à 40% des cultures OGM actuellement utilisées au niveau mondial, pas en France, mais au niveau mondial, contient ce trait BT, souvent avec aussi le trait herbicide tolérant. Et là, on a peur. Là, c'est considéré comme étant toxique, dangereux. Et c'est ce que vous voulez explorer. Est-ce qu'en fait, les différences entre les protéines produites de deux façons, biotechnologie et biopesticides, sont en fait différents et explorer pourquoi la perception est différente. Donc, c'est un projet qui avait un volet de recherche scientifique et un volet de formation et communication. Et ce que j'ai choisi de faire dans cet exposé très rapide, c'est de brosser l'ensemble d'angles qu'on a utilisés pour étudier l'interaction entre les protéines et le sol, le rôle du sol dans l'épuration, disons le mot, ou le devenir de la protéine dans le sol,
et un volet communication, formation. Donc, les protéines sont produites par une bactérie, sont spécifiques à un petit nombre d'insectes cibles. Ah, voilà. Et la dernière question était bien sûr quel était le devenir dans le sol. Alors, j'ai dit protéines. Et ce qui est important de savoir pour comprendre l'éventuel rôle du sol dans le devenir de la protéine, c'est comment une protéine interagit avec un sol. Alors, les protéines sont des macromolécules et elles s'absorbent de façon quasi irréversible sur les surfaces des sols. Cette absorption, comme on peut imaginer assez facilement, limite la mobilité, mais elle peut aussi protéger contre la dégradation. On croit qu'il y a une certaine protection à la fois physique et chimique contre l'action des protéases. Et l'absorption peut changer la conformation. Ayant changé la conformation, ce changement de conformation peut modifier les propriétés biologiques, biochimiques, rendant difficile la détection, modifiant les propriétés de toxicité. Et on a assez peu d'informations là-dessus. Donc, les propriétés biologiques varient souvent avec la conformation, mais on ne sait pas exactement comment, et chaque cas est différent. Donc, les questions que nous nous sommes posées, c'est le devenir des protéines BT dans le sol. Est-ce que les sols, alors là, vous avez un schéma très, très simpliste de 2 sols différents. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'affinité des sols diffère selon les propriétés de composition des sols. Est-ce que, et je vous ai dit qu'il y a de nombreuses protéines différentes qu'on appelle BT, est-ce que des protéines différentes ont des affinités différentes pour des sols, pour un même sol? Autre question, même si les pestes qu'on essaie d'attaquer avec ces pesticides sont plutôt des insectes qui ravagent des cultures, donc qui mangent les cultures et non pas les sols, il peut quand même avoir une consommation volontaire ou involontaire des sols. Donc, est-ce qu'à l'état absorbé, est-ce que ces toxines restent toxiques? Ou est-ce qu'elles sont tellement changées par la conformation qu'en fait, un insecte involontairement géophage, qui ne serait pas un insecte cible, peut en manger sans subir de conséquences? Là, vraiment, je lutte. Donc ici, vous avez une image d'une très très jolie petite larve d'insecte qui est Manduca sexta, qui est notre insecte cible qui est assez grand, c'est la taille de mon doigt, et avec une jolie couleur et qui est facile à manipuler. Et c'était notre insecte cible pour suivre la toxicité. On voulait aussi savoir combien de temps l'insecte reste dans le sol, reste soit détectable, soit en l'occurrence toxique. Et une autre question qu'on avait dans la tête, mais qu'on n'a pas forcément pu résoudre, c'est si on n'arrive plus à détecter la protéine BT, est-ce que c'est parce qu'elle n'est plus là, la protéine a été dégradée, ou parce qu'elle est de façon fixée sur le sol et on n'arrive pas à le désorber pour pouvoir le détecter? Et puis enfin, comme je vous ai dit en introduction, on voulait comparer nos connaissances sur les biopesticides et les OGM avec le trait BT. Alors, je précise qu'on n'a pas cultivé les OGM, les cultures OGM. C'était beaucoup plus pratique et facile de produire directement la protéine. En fait, quasiment tous les tests de mise sur le marché des OGM de type BT ont été faits avec les protéines purifiées et non pas assez peu avec les cultures en elles-mêmes. Donc l'approche expérimentale des bisols était de comparer in situ les biopesticides avec les protéines purifiées étudiées en laboratoire dans des conditions contrôlées, de faire un criblage de l'affinité, donc pas la capacité d'absorption, mais vraiment l'affinité entre les protéines et différents sols, pour voir si on pouvait classer des sols en termes d'affinité, et pareil, de comparer l'efficacité avec laquelle on pouvait les désorber pour pouvoir suivre la protéine. Le suivi de détectabilité en comparant extraction et détection immunochimique, il y aura plus de détails sur le poster, et les biotests, donc la toxicité envers les larves de Manduca sexta, et ceci en fonction du temps. Je ne vais pas présenter des résultats, je vais juste dire très brièvement, très schématiquement, les grands résultats de ce que nous avons trouvé. Il y a
quelques données de plus sur le poster. Les protéines, on a étudié 3 protéines contrastées, s'absorbent très fortement sur l'ensemble des sols qu'on a étudiés, mais avec des très grandes variabilités, mais aucune tendance forte qui pouvait relier la composition du sol avec l'affinité. On a confirmé ce que certains avaient déjà trouvé, mais avec des résultats très variables, que la toxicité est maintenue à l'état adsorbé, mais que cette toxicité décroît avec la même tendance que la déclinaison de détectabilité. Là aussi, on n'a pas pu résoudre la question, est-ce que c'est parce que la protéine devient fixée ou que la protéine est dégradée et n'existe plus dans sa forme toxique. Et la comparaison entre biopesticides et OGM est très complexe, et ceci à cause des adjuvants dans les biopesticides. Donc malheureusement, on ne peut pas directement comparer les conclusions des quelques rares études sur les biopesticides avec l'ensemble des données sur les protéines issues d'OGM. Là aussi, quelques informations de plus sur le poster, mais je serais contente d'en discuter avec ceux d'entre vous qui seraient intéressés. La partie communication était une déception. On a eu du mal à attirer un public pour les formations qu'on a proposées. Je pense que les raisons sont variables. Premièrement, probablement parce que les cultures OGM n'existent pas en France, il n'y avait pas une perception de besoin de formation. L'autre est que les biopesticides sont utilisés, mais on ne perçoit pas de risque pour les biopesticides. Comme je vous dis, c'est un peu comme l'agriculture biologique, on imagine que c'est gentil, c'est naturel et donc pas dangereux. C'est probablement le cas, hein. On n'a pas de raison de croire qu'il y a un risque pour l'utilisateur. Le risque est probablement beaucoup plus fort dans le risque d'acquisition de résistance contre les protéines BT. Et dernièrement, on a tendance, à tort, d'assimiler tous les OGM ensemble. Donc si on est pour et contre, on imagine que tous les OGM sont un mécanisme similaire, à risque similaire. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le mode d'action des OGM BT est très différent des OGM herbicides résistants et pose des questions et des problématiques tout à fait différentes. Donc je pense que je vais arrêter là avec quelques très grandes conclusions qui nous paraissent les plus pertinentes pour les décideurs. C'est qu'il y a un petit risque pendant une courte durée d'exposition aux organismes géophages qui mangent le sol, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Et ces insectes pourraient être non cibles et pourraient être des cibles. Ceci veut dire qu'il y a un risque d'exposition sublétale aux organismes cibles et non cibles. Mais pour les organismes cibles, ça peut contribuer au développement de résistance aux pesticides BT. Dernier point, on est tenu à surveiller les terres pour voir s'il y a par exemple usage soit de biopesticides, mais surtout usage d'OGM. Là aussi, pour le moment, ce n'est pas une question en France parce qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale des OGM. Mais dans un contexte de surveillance des terres, il faut savoir qu'on ne peut pas attendre de trouver une trace de culture BT d'une année à l'autre, parce que la décroissance de la protéine détectable est très rapide. En quelques semaines ou mois, en mois par exemple, on va perdre plusieurs ordres de grandeur de niveau de protéine détectable. Donc on ne peut pas espérer surveiller une terre sur plusieurs années de culture. Dernièrement, il faut aussi savoir que la protéine doit être désorbée par une extraction chimique pour être dosée. Et l'efficacité de cette extraction chimique varie selon les sols, probablement selon les protéines. Et donc, on ne peut pas espérer avoir une valeur absolue pour la quantité de protéines biopesticides présentes dans un sol. Ce serait toujours une valeur qualitative. Alors, je vais refaire le poster, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Donc le temps de 2-3 questions pendant que les autres intervenants, enfin je vais appeler aussi les autres intervenants à venir rejoindre la table pour la suite de la session. Donc première question. J'ai une question dans
par rapport aux concentrations que vous avez utilisées dans vos expériences, parce que le risque pour les micro-organismes géophages, il doit dépendre quand même de la concentration. Donc est-ce qu'on a une idée, soit à partir de cultures OGM, soit avec l'utilisation de pesticides BT, des concentrations auxquelles on peut s'attendre dans les sols? Est-ce que vous avez travaillé proche de ces concentrations ou à des concentrations beaucoup plus élevées? On a forcément utilisé les concentrations de protéines qui étaient détectables, où on avait une réponse toxique, et une réponse toxique, quand on faisait les biotests, une réponse qui était toxique à un niveau de l'ordre de, je crois qu'on était à 80% de toxicité, donc pas tout à fait à 100%, mais ceci correspond à une dose relativement élevée par rapport à ce qu'on trouve dans les sols, mais c'est dans un bon ordre de grandeur. Donc ça correspond à des quantités traces de protéines. On n'est pas du tout en concentration qui saturait un sol. Par exemple, on peut absorber jusqu'à gramme par gramme de protéines sur les sols. Donc on était loin d'être à ce niveau-là. Et on était à un niveau supérieur de ce qu'on pourrait attendre de trouver dans un sol, pour pouvoir justement suivre une cinétique de perte. Enrique Barrios, Yesol, est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur de la, je sais pas si c'est la durée de demi-vie effective, au moins de combien de temps ça dure la bioactivité de la protéine? Je suis un peu étonné aussi que ces protéines absorbées elles gardent une activité biologique. Est-ce que tu penses qu'il faut une phase de... Non, ce n'est pas étonnant du tout. Hein. Disons que la durée de demi-vie, dans la littérature, varie, c'est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines, et c'est grosso modo ce que nous avons trouvé dans le passé et ce que nous trouvons ici. Alors, l'idée que ce soit étonnant qu'une protéine garde son activité biologique à l'état absorbé, on ne serait pas là si ce n'était pas le cas. Les protéines du sol fonctionnent parce qu'ils gardent leur activité biologique à l'état absorbé. BT semble garder son activité biologique tout au moins dans un premier temps. Après, est-ce que cette perte avec le temps est due à la perte de protéines ou à la perte de conformation? On ne peut pas le savoir. Et si on compare avec une autre protéine que nous avons étudiée dans le passé, la protéine prion, responsable pour la maladie dite de vache folle, là, cette protéine semble garder son activité biologique pendant des années. Donc, il n'y a pas de règle universelle sur les protéines, et heureusement que les protéines peuvent, certaines d'entre elles, garder leur activité. Tu dis qu'il y a que vous n'avez pas pu identifier lorsqu'il y avait non-détection, si c'était de la dégradation ou si c'était de l'absorption qui ne permettait pas la... Moi, je t'entends. Ah oui, pardon, Catherine Keller, CS, GSOL, pardon. Ah. Donc d'un côté, il y avait ça, et d'autre part, il n'y avait pas de relation entre les paramètres du sol et puis le degré d'absorption de ces protéines. Est-ce que les deux ne sont pas liés? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait un problème de détection ou de non-identification de la raison de la non-détection, voilà, ouais, qui fait qu'il n'y a pas de relation avec les paramètres du sol, ou c'est indépendant? Je me suis bien exprimée. Je comprends. Premièrement, l'affinité est mesurée par déplétion, par la disparition de la protéine en solution. Donc là, ça ne peut pas être un problème de détectabilité. L'extractabilité, oui, mais la détection par extractabilité était faite avec les tests immunochimiques qui auraient plutôt tendance à surestimer la protéine, donc éventuellement reconnaître positivement un fragment de protéine qui n'aurait plus de toxicité. Après, pour la toxicité, il est aussi difficile à savoir si la diminution peut être liée à la disparition de protéines dans sa forme active ou la fixation, parce que si on réfléchit à comment se passe le mécanisme de toxicité, il faut que la protéine soit en solution pour être toxique dans le tractus intestinal. Parce que la protéine absorbée sur le sol ne pourrait pas, en fait, la protéine pour être toxique est reconnue par les récepteurs très spécifiques au niveau des membranes
dans le tractus intestinal, forment des tétramères, on croit, qui forment des tétramères sur les pores et sur les membranes, et après ces tétramères forment des pores. Donc le protéine ne peut pas faire ça à l'état adsorbé. Donc pour être toxique, il faudrait qu'une protéine préalablement adsorbée sur un sol soit quand même désorbée dans le tractus intestinal. Alors le cocktail que nous avons utilisé pour désorber les protéines ressemble en quelque sorte, ce n'est pas exprès, mais il s'avère qu'il ressemble un peu à l'environnement chimique qu'il y a dans le tractus intestinal des insecticides, c'est-à-dire un pH très alcalin, la présence de surfactants, de détergents et la présence d'autres protéines. Donc, il est probable que notre toxicité passe par une désorption dans le tractus aussi. Donc après, il faut que le protéine désorbée a gardé sa conformation qui est capable de former les tétramères. Donc c'était un ensemble très complexe, mais voilà. Donc une dernière question courte. Très courte. Et puis une réponse courte aussi, pour qu'on puisse laisser la parole aux... Très courte, Monsieur le Président. Winfried Blum, beaucoup bien. De principe, toutes les protéines sont biodégradables. Oui. C'est-à-dire, on peut espérer que avec le temps, il y a par adaptation génétique des organismes qui peuvent commencer de métaboliser ou minéraliser ces protéines. Y a-t-il des indicateurs au moment sur la probabilité de ce processus? Vous avez des indications sur une probabilité de ce processus? Spécifiquement pour BT, non. Bien sûr que oui, une protéine est désorbée. Ce qu'on a vu, c'est que la protéine semblait disparaître plus rapidement, probablement en dégradation, après un passage dans un système digestif des vers de terre, qui contient forcément un cocktail de protéases. Donc on pense que oui, effectivement, c'est dégradé. Ça peut dégrader à l'état adsorbé. On n'a pas pu quantifier et mettre en évidence. Par exemple, le fait d'ajouter des antiprotéases, des cocktails antiprotéases dans les systèmes d'incubation n'a pas eu d'effet. Le fait de stériliser les sols n'a pas eu d'effet non plus sur la disparition qu'on suppose être dégradation et changement chimique. Donc on ne peut pas le dire de façon définitive et claire, mais bon, bien évidemment, il y a une dégradation par les protéases, bien évidemment. Bonjour, Amiel Boulmont, Rio Tinto, on m'entend? Ouais. Question pour Elsa Martin. À la toute fin de votre présentation, vous parlez, pour les futurs travaux, d'évaluer le gain environnemental. On parle de gain économique, j'imagine. Et est-ce qu'il y a une méthodologie ou c'est quoi l'approche pour évaluer ce gain-là? Je pense en particulier à ce qui se fait ailleurs avec tout ce qui est le Ecosystem Services. Est-ce que c'est à ça que vous pensez? Merci. Alors par gain environnemental, justement, on ne veut pas forcément mettre d'euros derrière. Il peut être quantifié en termes physiques. Parce que l'idée dans les poursuites, c'est pas de faire ce qu'on appelle de l'analyse coût-bénéfice, où on va comparer des gains en euros à des coûts en euros, mais de faire plutôt des analyses coût-efficacité, dans lesquelles on compare des gains en termes physiques, donc ça peut être des quantités de nitrates ou autres épurés, à des coûts économiques. Parce que la question de la quantification des bénéfices environnementaux est une question assez large, controversée et problématique. Donc on est plus sur une approche coût-efficacité de par les difficultés qu'on peut avoir à évaluer les gains environnementaux d'un point de vue économique. Une autre intervention? Oui, là-haut. Bonjour, Guillaume Bonnerin, pur profane, sujet des sols. J'ai une question qui serait plutôt à destination du projet Foodscale. On observe qu'il y a une conductivité hydrique qui est plus faible au niveau des cultures qu'au niveau des forêts. Et je voulais savoir si au niveau des cultures, il y avait une forte disparité et si on pouvait associer cette conductivité à des types de cultures ou à des pratiques non labour, intrants, etc.
Alors, pour être bien précise, cette différence significative, c'est vraiment sur la valeur à saturation, donc issue des essais avec des cylindres sous charge. Quand on considère la conductivité proche de la saturation, les différences sont moins importantes, en particulier avec des infiltromètres. Après, sur la différence entre cultures, le nombre de points d'échantillonnage peut être insuffisant pour voir quelque chose. En tous les cas, sur les sols, ici sur l'Ardèche, on n'a pas vu de différence, par exemple, entre prairies et culture. On avait fait le même type de campagne sur un bassin versant près de Lyon, où là, il y avait une différence aussi entre les prairies et les zones cultivées plus traditionnelles. Donc après, ça a l'air quand même de dépendre un petit peu aussi quand même peut-être des types de sols ou des localisations. Mais effectivement, cette différence forêt, infiltration sous sol de forêt, où ça a déjà été mesuré par ailleurs, et c'est effectif en termes notamment de notion d'infiltration. Oui, bonjour, oui. David Galibourg, d'Ekagon Device. J'avais une question pour Olivier Fouché, pour savoir si vous aviez des ouvrages en amont de vos systèmes, ou sous quelle manière vous introduisiez les effluents dans vos systèmes d'infiltration. Et une deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait des moyens qui étaient envisagés pour éviter le colmatage à moyen terme des systèmes? Alors, ce qu'on appelle système, c'est-à-dire le dispositif mis en place, lui-même se colmate. Effectivement, ça s'est étudié depuis longtemps par les spécialistes qui travaillent sur les méthodes d'épuration. Donc, la question qui est souvent posée et qui rejoint exactement celle-ci, c'est combien de temps mon massif filtrant va-t-il durer ? 10 ans, 20 ans, voilà. En fait, ce que je dépense, ça sera amorti sur combien de temps et quels ennuis j'aurai ensuite pour décaisser ce dispositif et le remplacer par un autre. Donc nous, on n'a pas étudié le vieillissement du massif filtrant. Par contre, on a étudié l'enrichissement en fine dans le sol sous-jacent au massif filtrant. Donc on peut dire qu'effectivement, il y a un certain colmatage qui apparaît dans le sol sous-jacent. Alors c'est le sol entre guillemets, c'est-à-dire si on est dans un sol profond, effectivement, on peut être dans un vrai horizon de sol quand on se situe à 1,20 m de profondeur. Mais parfois, on n'est déjà plus dans le sol, on est dans le substratum. Mais bien souvent, en tout cas nous, on a travaillé sur des milieux de faible perméabilité. On cherchait la limite, disons, de faisabilité sur des sols un peu problématiques. Donc on était souvent dans des formations géologiques meubles dont le comportement peut être étudié comme celui d'un sol. Alors, il me semble avoir répondu qu'à la deuxième question, en fait. Et la première m'a échappé du coup. La manière dont vous introduisiez les effluents dans le bassin filtrant, si c'était des effluents bruts ou s'il y avait un ouvrage. Ah oui, effectivement. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, on parlait d'eau. En fait, là, j'ai pas montré le détail, mais sur l'image, si je m'étais arrêté, entre la maison et le massif filtrant, il y a bien sûr la fosse septique qui joue son rôle aussi, qui abat 40 à 50% de la pollution déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. La plupart des gens, d'ailleurs, quand on leur parle d'assainissement non collectif, il y a un gros point d'interrogation qui se dessine sur leur visage. Vous voulez dire la fosse ? Voilà, donc les gens connaissent bien la fosse septique et ils savent moins qu'après la fosse septique, il faut installer un système de traitement conçu et dédié et dimensionné en fonction du nombre d'habitants dans la maison, etc. Donc oui, pour répondre à votre question, ce que nous avons étudié, c'était des systèmes qui étaient réalisés selon la norme, selon le DTU, et donc on était dans des conditions normales, acceptables, conformes pour travailler. Ouais. Philippe Aveillard de l'Union des industries de la fertilisation. Ma question, c'est pour Elsa Martin. Dans l'approche conservatoire de zones humides,
On parle de changement d'utilisation, donc abandon de l'usage agricole pour un usage de préservation. Mais je voulais savoir quel type d'occupation du sol, quel mode d'usage précisément recouvre cet usage de préservation. À quoi pense-t-on? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un usage prairie qui peut se combiner dans ces zones humides, qui pourrait combiner un usage agricole avec un usage de préservation? Alors effectivement, l'usage de préservation n'est pas forcément précisé parce qu'il peut effectivement aller de la mise en réserve de la terre après achat, sans aucune activité humaine, à des activités de type prairie ou même bande enherbée sur des plus petites parties de parcelles. Nous, quand on est sur la quantification d'un coût d'achat de la parcelle, on est plutôt sur un usage de préservation de type réserve, puisque derrière, on ne quantifie pas le coût qui pourrait être associé, en plus de l'achat, au changement de pratique agricole, si c'est un changement de pratique agricole ou autre, mais ça peut être envisagé. Il y a tout un panel qui peut être envisagé, je pense. Hier, j'insistais sur les questions de délai par rapport à un calendrier climatique possible. Je voudrais revenir sur la notion d'assainissement individuel et préciser qu'on a un délai qui est un délai institutionnel. Progressivement, les communautés vont se regrouper par des unités d'environ 500 000 habitants. Et par conséquent, on risque d'avoir une pression financière sur le coût que représenterait un habitat dispersé. Et il me semble que les systèmes individuels qui sont totalement viables, et je pense que vous avez contribué à en emporter la preuve, doivent être développés suffisamment rapidement, ou en tout cas suffisamment rapidement en prenant en compte ce calendrier qui va faire que les grandes agglomérations domineront l'ensemble des techniques de relation avec le sol. Il ne faut pas se cacher ce fait. Et que bien évidemment, de très grandes entreprises qui sont d'ailleurs donatrices de cet établissement s'empresseront de conquérir ces marchés ou de les renforcer. Bon, donc ça, c'est effectivement une question au départ, on va dire, d'urbanisme, qui est encore, on peut dire, débattue. Alors moi, je ne suis pas urbaniste. Je peux simplement témoigner pour essayer de répondre à ce que vous avez dit. D'une réunion à laquelle j'ai participé, organisée par l'Association des maires de France et la FNCCR, dans laquelle un des représentants, le principal représentant de la FNCCR, à cette occasion, a averti tout le monde dans la salle, donc il y avait beaucoup d'élus, que, étant donné l'endettement des communes, il fallait s'attendre à une chute drastique, sans doute brusque, des investissements dans les réseaux d'assainissement. Et qu'en conséquence, on allait voir arriver des arguments très favorables à l'assainissement non collectif, avec peut-être même des modifications de schéma directeur, de façon à généraliser en fait l'installation d'assainissement non collectif qui inclut, du point de vue réglementaire, qui inclut les petites stations pour quelques équivalents habitants, donc des hameaux qui sont dont les maisons sont suffisamment regroupées, ou des lotissements peuvent être gérés en assainissement non collectif. Et l'avantage évidemment, c'est de reporter le coût sur l'utilisateur, le coût d'investissement, le coût direct, et donc d'épargner aux communes des investissements dans des réseaux. Donc voilà, ça c'est un autre son de cloche, un peu différent que celui que vous avez donné. Je pense que effectivement le regroupement des communes en communauté de communes va permettre de faire quelques économies d'échelle et peut-être d'installer des réseaux dans des endroits où on pensait que c'était impossible avant à cause des frontières entre les communes. Donc voilà, quelle sera la résultante de tout ça? Là c'est vraiment une question d'urbanisme, voire d'économie d'ailleurs, mais je ne suis pas, moi-même, j'ai pas vraiment d'idée sur la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore énormément d'installations en France
qui sont non conformes, et donc il y a réellement un gisement à la fois en termes économiques, en termes d'emploi, en termes de formation pour les techniciens. Il y a assez peu d'ingénieurs, hein, dans les services publics d'assainissement non collectif, c'est surtout des techniciens. Donc il y a évidemment encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, est-ce que le marché va être plus important que prévu ou moins important? Ça, je ne sais pas. Merci. Donc il nous reste encore 5 minutes, donc on va prendre encore quelques questions. Oui, bonjour. Gaëtan Fourvel, Agrocampus Ouest. J'aurais une question pour Monsieur Winiarski. Est-ce que l'accumulation des sédiments urbains dans les bassins d'infiltration peut les rendre à terme inefficaces? Et à ce moment-là, que faire des sédiments, surtout s'ils sont pollués? Eh bien, tout l'enjeu est ici, hein. C'est-à-dire que l'accumulation de ces sédiments, au bout d'un certain temps, colmate en fait le fond du bassin d'infiltration et il joue plus sa fonction de filtration. Donc, tout c'est cet enjeu-là. Alors, il y a un problème qu'on n'a pas soulevé, mais quand on travaille, par exemple, en milieu urbain, c'est assez difficile par rapport au milieu naturel. Tout simplement parce qu'on part sur des a priori en se disant que c'est les milieux qui sont gérés. On va dire les bassins d'infiltration, ils doivent être curés d'une certaine manière pour retrouver en fait leur faculté de filtration. Donc on enlève cette partie de sédiments. Et nous, dans notre étude, quand même, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec le Grand Lyon. Enfin, c'est pas nouveau. On a juste voulu avoir une information qui paraît assez simple. Tout simplement, quand est-ce que les bassins d'infiltration sont curés? Ça paraît simple. Et ça coûte de l'argent, hein. C'est des tonnes qui sont enlevées, qui sont soit envoyées en décharge, parce que vu les concentrations, soit en station d'épuration, soit... on ne sait pas. Et ça, cette information, on n'arrive pas à l'avoir. Pourtant, ça coûte à la communauté urbaine. Mais juste savoir la date quand c'est fait, même pas le tonnage. C'est très difficile. Sur les 19 bassins qu'on a étudiés, on n'a eu vraiment que 4 dates. Et pourtant, on s'y est pris il y a 4 ans. Donc, ils ont eu du temps, ils ont eu 4 ans pour trouver la date, quand est-ce que ça a pu être curé. Et en fait, c'est perdu dans les méandres de l'administration. Et pour avoir ce type d'information, c'est très important. Alors, d'un autre côté, on nous demande en tant que scientifiques, moi, la semaine prochaine, je vais faire une présentation au Grand Lyon de nos résultats. On nous demande quand est-ce qu'il faut curer, comment il faut faire, etc. Et puis, de l'autre côté, en fait, on voit que c'est pas du tout géré. Donc, le minimum de choses, c'est qu'ils le gèrent. Nous, on voudrait bien savoir comment on peut le gérer. Mais le problème, c'est que l'information, on l'obtient pas. Et c'est pas une mauvaise volonté du Grand Lyon, enfin des grandes villes. C'est parce que ce n'est pas quelque chose de très important. Souvent, c'est les fonds, des fonds budgétaires qui restent un petit peu. On dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas été curé tel fossé ou telle chose. Tiens, on l'enlève, puis ça disparaît, on ne sait pas où c'est. Des fois, on voit le tas qui est dans le bassin d'infiltration, le tas de sédiments, qui en principe, c'est pas fait pour ça. Enfin, voilà, c'est assez difficile. C'est quelque chose qui est assez compliqué en milieu urbain. Philippe Billet, comité scientifique GESOL. Oui, juste pour revenir sur la réflexion de Jean-Claude Marcus concernant les assainissements non collectifs et votre remarque sur les problèmes de mise en œuvre. En fait, la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour non-respect de la directive aux résiduaires urbaine, qui fait qu'il y a un coût collectif extrêmement élevé, qui n'est malheureusement pas aussi au même niveau, parce que c'est un coût d'État et pas un coût de collectivité, et que l'État ne peut pas reporter sur les collectivités locales. Ce qui fait que vous avez un problème d'échelle, de responsabilité qui ne fonctionne pas très bien de ce point de vue-là, tout simplement parce que l'État n'arrive pas à imposer ses propres obligations aux collectivités locales. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ensuite, il y a quand même un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition des communes, comme les différents zonages d'assainissement, collectifs ou non collectifs, qui sont très peu mis en œuvre de ce point de vue-là par les communes. Mais surtout, vous avez ensuite des outils de financement par les personnes privées, par les aménageurs privés, propriétaires ou constructeurs, comme par exemple ce qu'on appelle le PUP, le projet urbain partenarial, qui permet en réalité aux communes de faire prendre en charge la totalité du coût d'investissement dans l'assainissement dans un secteur donné. Or, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a des boîtes à outils, on a des outils dans la boîte, mais ils sont très très peu utilisés. Parce que, alors peut-être par ignorance, peut-être par excès de technicité, mais je pense qu'on pourrait, en utilisant l'existant plutôt que d'aller chercher à développer des tas d'idées, etc., arriver à quelque chose.
Ça, c'est une première remarque. Et puis, je passe directement à ma deuxième question pour Elsa Martin. Puis après, voilà. S'agissant de la gestion des zones humides, il y a des nouvelles techniques qui sont très économiques qui existent, ce qu'on appelle les unités de biodiversité, qui ont été mises en place notamment par la Caisse des dépôts et consignations, un peu dans l'idée des Wetland Mitigation Banking qu'on a aux États-Unis, consistant à faire des espèces de banques de compensation qui permettent à un organisme de gérer, moyennant finance, en guise de compensation d'aménagement. Est-ce que ça ne serait pas également une voie envisageable pour ces protections, sachant qu'il y a des gestions écologiques, naturellement. Voilà, merci. Oui, effectivement, c'est une voie intéressante, enfin, une autre voie en cours d'émergence en France qui est inspirée des modèles anglo-saxons. Après, est-ce que ça prendra en France? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une voie à explorer. Et il me semble qu'il y a des sujets de recherche à ce sujet assez intéressants. Donc, vous connaissez peut-être à Avignon des juristes et des économistes qui se posent des questions autour du développement de ces mécanismes et projets. C'est vrai que pour la gestion des zones humides, en l'occurrence, ça peut être une voie assez intéressante. Après, il faut voir en termes législatifs, mais là, c'est pas moi qui pourrais répondre, ce qui est possible ou pas. Juste pour compléter cet aspect-là, il y a un grand groupe gestionnaire de l'eau qui s'est penché sur cette question-là, qui a tenté des choses et qui est revenu en arrière parce qu'il n'y a pas de marché encore actuellement. En France, on n'est pas encore assez mûr au système américain, qui a des avantages et des inconvénients. Voilà, mais on pourra en discuter sur cet aspect compensation aussi. Oui, donc une réponse que j'essaie de faire courte. Alors moi, je ne suis pas défenseur du ministère ou défenseur donc des procédures que vous avez citées. Bon, elles existent néanmoins et elles sont appliquées. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la boîte à outils existe et que les outils sont négligés, en tout cas concernant l'assainissement non collectif. À travers les assises qui se tiennent chaque année, on peut vérifier que la chasse aux subventions, elle se fait. Toutes les communes, tous les SPANC, tous les conseils généraux sont mobilisés là-dessus. Les agences de l'eau sont sans arrêt sollicitées, tiraillées pour augmenter les subventions qu'elles budgètent pour l'assainissement non collectif. Alors, comme souvent dans ces cas-là, c'est difficile de faire une généralité, mais comme souvent dans ces cas-là, effectivement, ce sont les gens les mieux placés ou les mieux informés qui savent le mieux tirer parti des outils existants. Donc je donnerai un exemple. En Seine-et-Marne, si vous allez dans le secteur de Fontainebleau, dans le pays de Seine, qui est donc un milieu extrêmement favorisé socialement, c'est là qu'on a vu les premiers SPANC monter au créneau pour obtenir des subventions. Ils ont obtenu jusqu'à 80, voire un peu plus, 82-84% de subventions sur des travaux dont le montant par habitation peut atteindre 15 000 €. Donc effectivement, sur quelques centaines d'habitants, ça fait un gros budget, ça fait déjà une assez grosse opération. La condition néanmoins, c'est que le SPANC prenne la maîtrise d'ouvrage pour une délégation qui est en fait le temps des travaux et le temps du contrôle des travaux, et ensuite restitue la responsabilité de l'ouvrage à son propriétaire. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, ces opérations-là, parce que les habitants se retrouvent momentanément, disons pendant quelques semaines ou quelques mois, dessaisis de leur entière propriété, on va dire. Des travaux se font chez eux sans qu'ils puissent intervenir. Et quand ils essayent d'intervenir, les entreprises les renvoient dans les cordes en leur disant qu'ils sont gênants plus qu'autre chose, laissez-nous faire notre travail. Donc pour les particuliers, c'est déjà un peu compliqué ça. Donc quand on parle du rôle de l'usager et de la mise en œuvre d'une politique publique et des freins, des difficultés qu'elle a à s'implémenter, on rencontre ici, rien que dans la chasse aux subventions et la façon dont les travaux vont être effectués, les premiers conflits en fait, qui font que beaucoup de gens ont tendance à esquiver cette réglementation sur l'ANC ou à gagner du temps. Merci pour ta réponse courte.
Bonjour, Damien Tedoldi, École des Ponts. J'avais une toute petite question pour Thierry Winiarski. Vous avez vous avez dit que le modèle permettait de reproduire une augmentation de teneur en contaminants dans le faciès sableux. Juste la question, c'était est-ce que le modèle permettait de voir s'il s'agissait d'une migration dissoute ou particulière, et comment est-ce que vous caractérisez la réactivité physico-chimique du sol vis-à-vis des contaminants présents dans les eaux d'infiltration? Pour faire une réponse courte, ça va être compliqué. Donc, ici, on a essentiellement démontré avec un modèle, donc Hydrus, c'est un modèle qui permet de travailler en non saturé, de voir que l'effet de l'écoulement, en fait, permettait de répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'on a des écoulements préférentiels, et c'était pas un problème de géochimie classique, puisqu'en fait, on peut supposer que le matériau est... Enfin, c'est pas supposé, on le sait, hein, sur la coupe qu'on a vue, on a une centaine de mesures, enfin, d'échantillons, donc on en est sûr. C'est-à-dire qu'au niveau géochimique, c'est la même chose. Hein, c'est du sable, il y a du calcaire, il y a du quartz, etc. Enfin, les éléments sont seulement différents par rapport à leur texture. Donc, ce n'est pas la géochimie qui a énormément joué. En fait, c'est l'écoulement. C'est-à-dire qu'on a des zones, puisqu'on a des différences de perméabilité. En plus, on est en non saturé. Donc, en fait, κθ, la perméabilité est différente en fonction de la teneur en eau. En fait, on va avoir des zones, par exemple, des minimes nappes perchées, des zones qui sont plus humides et qui sont même saturées à l'intérieur d'un massif qui est complètement non saturé, pour le coup. Et là, il y a des réactions qui se produisent, il y a des choses qui se font. Alors, je n'ai pas montré, mais on avait fait des mesures au niveau bactérien aussi. Il y a des choses qui se font au niveau de des potentiels d'oxydoréduction. On a des choses qui sont différentes. Et on le voit très bien. Et maintenant, de plus en plus, on se pose ce type de questions parce qu'on a toujours une idée en tête comme quoi on a des alluvions et ça nous suffit, et puis après il suffit de regarder des abacs très, très classiques, on voit une perméabilité, puis ça nous suffit, et en fait c'est complètement hétérogène. Et quand on va voir on va dans des carrières par exemple, on voit sur 20 mètres de profondeur, quand il y a une grosse pluie qui arrive, on voit tout à fait qu'il y a l'apparition de nappes perchées, de choses comme ça. Ce qui fait que, par exemple, dans l'Est lyonnais, même dans le nord-est de Lyon, dans la plaine de l'Ain, actuellement on a des alimentations en eau potable où on va avoir des concentrations en diuron qui apparaissent. Pourtant, ça fait 20 ans qu'il n'est plus utilisé, en tout cas dans ces endroits-là. C'est-à-dire que l'activité de cette zone non saturée est relativement peu connue, et nous, on fait comme hypothèse que en fait, cette hétérogénéité, pas seulement granulométrique, mais qui va engendrer une hétérogénéité au niveau des écoulements, et bien sûr une hétérogénéité au niveau des réactions physico-chimiques. Merci. Effectivement, il y a un effet mémoire du sol sur les contaminations. On va arrêter là la session. Juste pour vous dire qu'il y a les posters, si vous avez d'autres questions. Ah, il y en a encore une dernière alors? Oui, c'est juste une interrogation par rapport à ce qu'a dit M. Billet tout à l'heure et puis la réponse concernant les compensations des zones humides. Vaste sujet. Moi, je m'interroge sur la moralité de la compensation financière des zones humides. Bon, ça, c'est une chose. On peut se poser tous ce genre de questions. C'est un débat. Mais par contre, moi, je me pose vraiment la question de la compensation des zones humides dans ce cadre-là. Quand on quitte un bassin versant, comment on peut imaginer de compenser une zone humide à quelques centaines de mètres ou voire quelques kilomètres à l'amont ou à l'aval dans un même bassin par rapport à son origine au départ? Je pense qu'il y a des vraies questions là-dessus et je ne suis pas sûr du tout que le système de compensation qui a été évoqué soit réellement fonctionnel à l'échelle d'un bassin versant, sans parler de la partie moralité. Joël Moulin, je suis pédologue et je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Indre et je suis également l'un des co-animateurs du RMT sur les territoires. Pardon. Alors je vais peut-être prendre ma casquette où j'ai participé à un article sur l'évaluation de la compensation sur Notre-Dame-des-Landes qui vient de sortir ou qui va sortir, où on discute de ces aspects-là, notamment de fonctionnalité et traçabilité des fonctions de compensation. Donc il va sortir dans Nature, Sciences et Société ces jours-ci. Donc voilà.